Salut à tous et bienvenue sur Wargame Lore Iggy TV. Donc on va parler de Croisade Nexus Paria. C'est un bouquin qui est sorti il y a déjà quelques temps. C'est un livre de croisade, c'est le dernier en date. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le lore le plus à jour sur Warhammer 40 000, en dehors des romans et des publications White Dwarf. Mais dans les White Dwarf, on n'apprend pas grand-chose en général. En tout cas, j'ai jamais vu de grandes choses sortir des documents de White Dwarf. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai Arche Fatidique des White Dwarf à vous retranscrire. Un jour, faut que j'y pense pour terminer ce grand œuvre d'Arche Fatidique. Alors, de quoi ça va parler? Eh bien, ce bouquin, c'est bien sûr un bouquin de croisade, c'est-à-dire que le but, c'est de vous mettre dans une situation donnée. C'est une campagne qui va opposer l'Imperium et puis les Nécrons, mais ce que ça contient surtout, c'est une cinquantaine de pages de lore qui poursuivent ce qui a été fait avec la V8. La V8, vous savez, c'était le super retour du roi silencieux. Après, eh ben, il revient, voilà, une menace énorme, à savoir le Paria Nexus. Donc le Paria Nexus, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de la galaxie qui éteint tout ce qui est warp, tout ce qui est âme, volonté, croyance, et qui détruit plus ou moins ce qui constitue l'esprit et l'âme en fait des êtres vivants. Donc ça va aller du fantassin bien sûr qui va perdre sa volonté de se battre, jusque la nature qui va dépérir en fait. Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique pour les Nécrons, hein, c'est leur œuvre. Pourquoi? Tout simplement parce que eux étant des entités mécaniques, bien évidemment ça n'a aucun impact sur eux, et au contraire c'est fait pour lutter contre le warp. Et c'est la cible principale. La cible principale, c'est pas tant de dévaloriser l'effectivité, ça ne se dit pas, mais l'efficience, ça ne se dit pas du tout, la capacité en tout cas des humains ou d'une autre faction, des orques, quoi que ce soit, à se battre. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on n'a pas beaucoup si on sait en fait, si on sait quand même, on apprend quand même quelque chose. On apprend quand même que des espèces xéno, alors ça fait plutôt penser aux Drukhari, fuient cette zone-là, ou même les orques, si on parle quand même un petit peu des orques, fuient cette zone-là parce que c'est une zone qui ne les favorise pas. Donc en fait, dès que vous êtes un organisme vivant, eh bien vous avez cette constitution avec une âme, on va dire, qui est attaquée par les effets du Nexus Paria. Donc forcément, c'est une zone que vous allez fuir, et c'est génial pour les Nécrons parce qu'ils n'ont même pas besoin de se battre. Vous enfuyez, ou alors vous restez sur place, mais vous perdez en fait toute volonté de vivre. Et en fait, ça c'est le double effet qui se coule pour les Nécrons, c'est que d'un côté, non, je dis même un triple effet qui se coule génial, c'est étape numéro 1, eh bien vous avez le warp qui n'existe plus, donc il n'y a plus d'influence warp. Ça tombe bien parce que eux luttent contre le warp et n'ont pas d'utilisation du warp, il n'y a pas de sorciers chez eux, donc forcément ça va pas leur poser de problème qu'on ne puisse plus utiliser justement les pouvoirs psychiques. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, ça va permettre de lutter contre toutes les races en fait qui se sont accaparées les territoires des Nécrons, parce que la galaxie appartient aux Nécrons, c'est un fait, ou c'était un fait. Et en fait, ce n'est plus le cas, mais c'est en tout cas leur volonté que ça leur appartienne à nouveau. Donc voilà, ça débarrasse un petit peu la galaxie de la vermine. Et puis, dernier petit bonus, ça j'en reviendrai vraiment en détail dessus, c'est quelque chose qui permet aussi de faciliter leur expérience, parce que ça leur permet de récupérer des corps biologiques totalement viables pour faire leurs expériences sans être embêtés avec l'esprit qui était à l'intérieur. Donc ça, c'est les 3 effets très positifs. Alors voilà, ça c'était la trame qui était développée dans la V8 de Warhammer 40 000. Donc on avait cet enjeu, à savoir le Nexus Paria, mais on n'avait pas de suite, hein. C'est un petit peu exactement ce qu'on a vécu avec la V10, avec les Tyrannides, c'est-à-dire, je dis V8, c'est V9, hein, V9 que je voulais dire, avec la boîte V9 Nécron Imperium Space Marine. J'ai toujours du Space Marine, j'espère qu'un jour il y aura autre chose que du Space Marine, peut-être, un jour on espère, dans une boîte de base de Warhammer 40 000, mais en tout cas, vous avez vraiment cet enjeu qui était la menace grandissante des Nécrons, le retour de Zarek, le roi silencieux. Moi, ça me posait vraiment beaucoup de questions. Typiquement, une question qui m'a tout de suite sauté à l'esprit, c'est qu'en est-il des relations entre Imhotep et Zarek? Et en fait, le Codex Nécron ne répondait absolument pas à cette question.
Par contre, là, dans Nexus Paria, on a des éléments de réponse, donc je suis déjà très content là-dessus, parce que je trouve que le lore Necron est quand même vraiment très sympa. Depuis que j'ai lu les romans qui sont Règne et Ruine, et le divin, l'infini et le divin, eh bien, j'avoue que j'ai un affect assez particulier. Déjà, Trazyn, vous savez, c'est un de mes personnages préférés, parce que je trouve qu'il a une certaine classe, et je suis moi très content qu'on ait eu cette évolution de lore sur les Necrons, qui ne sont plus simplement des automates décérébrés un petit peu en mode Terminator, guidés par les Cthulhu, et qui sont passés avec leurs propres tourments, leurs doutes, même si ce sont des machines, et leur volonté, et puis qu'ils puissent s'opposer, qu'on ait vraiment des personnalités assez fortes au sein des Necrons, et qu'on ait Trazyn, qui est un petit peu le gentleman dandy cambrioleur de Warhammer 40 000, le collectionneur, moi je l'aime beaucoup, et le fait de l'avoir, eh bien ça nous donne une richesse assez grande. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo live du mardi, vous la retrouverez en rediffusion, etc. J'essaierai de vous mettre le lien si c'est déjà disponible, un truc comme ça, mais en tout cas, cherchez les rediffusions, c'est peut-être une diffusion qui sera a priori peut-être disponible que sur Tipeee aussi, mais en tout cas, j'en ai parlé de Trazyn, c'est un personnage qui est très utile, vraiment utile, je le dis souvent, dans le lore de Warhammer 40 000. Des fois peut-être un petit peu trop utile, à tel point que je trouve que c'est même parfois une béquille scénaristique. Malgré tout, je garde un affect particulier pour Trazyn. Toujours est-il que là, on va avoir une évolution là-dessus, donc ça c'est très important. D'autres éléments, c'est bien sûr que va-t-il se passer pour l'Imperium, comment l'Imperium réagit au suspens. Donc le suspens, c'est un élément qu'il faut que je vous explique maintenant, c'est tout simplement les effets débilitants du Nexus Paria. En fait, il y a plein de noms différents suivant la faction qui le nomme. Donc, le Nexus Paria, c'est sa désignation vulgaire impériale, c'est-à-dire un endroit où les pouvoirs warp ne fonctionnent plus. Alors, qui dit pouvoir warp, il y a aussi les pouvoirs des navigateurs, les pouvoirs de communication entre les astropathes, donc les moteurs warp aussi. Ça, c'est vraiment un problème, parce que la navigation se fait grâce aux moteurs warp, avec des moteurs conventionnels. Les distances sont tellement grandes qu'on peut à peine voyager dans un système. Donc, aller d'un système planétaire à un autre et défendre les mondes de l'Imperium, autant dire que c'est quasiment impossible. Donc ça, c'est un vrai problème. La communication astropathique, évidemment, ça c'est un réel problème. Alors, ça devient très compliqué parce que on a le Nexus Paria qui pose des problèmes, on a la Cicatrice Maledictum qui est le parfait opposé, qui pose aussi des problèmes. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment presque plus de moyens de communication. Donc comment l'Imperium va y réagir, c'est pas trop. Enfin, si, on va le savoir un petit peu, mais je vais vous l'expliquer. Donc le suspens, c'est le nom qui est donné au phénomène, c'est-à-dire que le fait de sentir sa volonté s'étioler, le fait de sentir sa foi même envers l'empereur diminuer, le fait d'avoir ses pouvoirs psychiques qui dépérissent, voire son âme qui se meurtrit, eh bien, ça s'appelle le suspens. Voilà, c'est le nom que donne l'Imperium, en fait, au phénomène du Nexus Paria. Et après, les Necrons, alors, ça change un petit peu, c'est pas toujours le même orthographe, mais il l'appelle la matrice contre-nodale, la matrice nodale contra immaterium. Voilà. Et des fois, c'est contra immatérienne. Donc ça dépend, mais voilà, matrice nodale contra immatérienne. Voilà, c'est le nom un petit peu long. Donc nous, on va dire le Nexus Paria, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc comme on est dans la vidéo préambule de tout ça, je pense que maintenant, on a un schéma très clair du mode de fonctionnement de Games Workshop en termes de lore. Le lore évolue, ça c'est certain, c'est très bon, c'est très positif. Je suis quelqu'un qui est résolument pour que le lore évolue. Alors attention, bien évidemment, surtout en ce moment, avec tout ce qui s'est passé sur les custodes, les fab custodes, etc. Je suis pour que le lore évolue, mais que l'histoire avance en fait. Pas qu'on nous change plein de choses, enfin, je ne vais pas revenir sur un débat parce que c'est pas du tout le lieu, j'ai pas du tout envie, mais par contre, moi je suis pour que l'histoire avance, c'est-à-dire que quand on nous place le Nexus Paria, moi j'ai envie de savoir ce qui va se passer à la suite. Quand on nous place Armoise, c'est ce que c'est, eh bien j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Quand on nous introduit un nouveau personnage comme Vashtor, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Quand on me dit aussi les tyrannides, ça y est, la vague enfin des tyrannides arrivent, et là tout l'Imperium se fait attaquer, le segmentum solar est en danger, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, vous voyez. Et c'est ça en fait, c'est Games Workshop qui ouvre en fait, avec chaque version, on ouvre une voie en fait, donc V8, V9, V10 à chaque fois, attention il y a ça, attention il y a ça, plus les éléments séparés, c'est-à-dire que Gathering Storm, ça avait ouvert vraiment la Cicatrice Maledictum, donc là c'était avancé, on a vu des choses,
le retour des Primark, évidemment, enfin en tout cas de Gilliman, puis plus récemment, à travers, eh bien, justement, Arche Fatidique, on a eu le retour de Lionel Johnson, ça je l'ai couvert en long, en large, en travers, je vous ai même fait le roman, hein, le lion, fils de la forêt, où on apprend vraiment beaucoup de choses, donc on a ce lore qui avance, et du moment où c'est justifié, du moment où c'est bien fait, après, il y a des choses qui peuvent plaire ou déplaire, mais après, c'est comme dans n'importe quel film, on ne peut pas adhérer à 100% de ce qu'il y a dans le film, à moins que ce soit vous qui l'ayez fait, et encore, il faut l'avoir fait tout seul, parce que sinon, il y a des avis extérieurs, mais en fait, forcément, il y a des petits trucs qui chatouillent un peu en disant ouais, je l'aurais pas fait comme ça. Mais c'est pas grave. En tout cas, l'histoire avance et on a une progression dans la narration. Moi, c'est ce que je veux, une progression dans la narration. Et là, avec justement ces suppléments de croisade, c'est le système qu'a choisi Games Workshop pour faire avancer son lore parce que dans les codex, maintenant, on trouve plus rien. On trouve même, enfin plus rien. Ok, là, je m'emporte un petit peu, pardon. Mais on trouve moins de choses. C'est-à-dire que, en fait, avant, dans les codex, on avait chaque entrée du codex, le rhino, l'araignée spectrale, la viper, je sais pas, l'ormagont, ils avaient tous un petit bloc de texte. Un petit bloc de texte qui permettait eh bien, de se projeter, de se dire « Ah oui, tiens, ça sert à ça ». Et puis on pouvait introduire des petites idées. « Ah oui, le snot, il sert à ça. Ah oui, le Dakajet, c'est comme ça qu'on le pilote. Et c'est pour ça que Taylor va aller dans un Dakajet plutôt que dans un chasse à bomba ou dans un Snub Smash, je sais plus, le gros zapper qui vole. Mais il y avait cette histoire-là en fait. Maintenant, depuis plusieurs éditions, dans le codex, on n'a plus cette partie-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'explication de chaque unité. Alors, on gagne de la place en termes de lecture, par contre, en termes de lore, on perd vraiment. Et moi, à chaque nouveau codex, je vais bien sûr relire le lore en priorité pour aller voir ce qui a pu évoluer en attendant vraiment une évolution. Et là, force est de constater que c'est fini, il n'y a plus d'évolution. Il y a quand même eu, par exemple, vous voyez, malgré tout, dans le Codex d'Archangel qui est sorti, forcément, il y a eu le lion. Hein, on ne pouvait pas ne pas parler du lion, donc vous avez deux pages, je crois, peut-être les 4 pages tout pété, 2-3 pages, avec comment le lion s'intègre maintenant au sein des Dark Angel. Mais c'est tellement succinct qu'on ne peut pas faire autrement que rester sur sa fin. Voilà. Mais c'est le choix qu'a fait Games Workshop dans le codex. Maintenant, le lore n'avance pas. En tout cas, il n'est pas développé dans le codex, mais il est développé à côté. Et à côté, c'est pas la Black Library. Alors, la Black Library, ici, il y a beaucoup de choses qui sont développées, mais c'est des choses qu'on va pas forcément retrouver tout de suite dans l'historique, la trame globale de 40K. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le roman, eh bien, l'élément qui... Enfin, là, par exemple, je vous prends un exemple. Si vous avez vu mes vidéos, par exemple, vous savez qu'il y a un dieu pour les taux. Un dieu créé par les humains pour les taux. De malade, ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Un dieu pour les taux. Qui n'a pas de résonance dans le warp, mais qui a été créé par les adorateurs humains du bien suprême. Le fait qu'ils croient au bien suprême, ça a créé un dieu. Et c'est ce dieu qui a permis à la 5e sphère d'expansion de sortir du warp. C'est lui qui a ouvert le warp, parce qu'en fait les taux avaient voyagé dans le warp, je parle loin, mais ils avaient voyagé dans le warp, ils sont sortis, et voilà, et vous le savez parce que vous avez lu le roman. Maintenant, si vous ne lisez que le codex, on sait rien, on sait simplement, en plus le codex vient de ressortir, donc là je l'ai relu, je peux vous dire, on sait juste que eh bien, la 5e sphère d'expansion a disparu, et puis elle est réapparue, elle a créé un atoll, etc., qu'elle a fortifié, mais on ne nous dit rien, on nous dit juste que tous les auxiliaires sont morts, et qu'il y a une grande crainte maintenant des membres de ce corps expéditionnaire envers les autres races. Ça c'est tout ce qu'on nous dit. Voilà. Ou les autres espèces plutôt, pardon, si le mot est mal employé. Et c'est tout en fait. Et on ne nous dit pas qu'il y a un dieu qui a été créé, alors que c'est quand même un truc de fou quoi. Et voilà, donc le lore qui avance plus généralement, on va le retrouver dans les suppléments de croisade. Après, je trouve ça pas mal parce que ces suppléments de croisade, du coup, ils ont une double utilité. Si vous aimez le lore, vous avez du nouveau lore à l'intérieur. La suite, ça avance. Donc là, on peut imaginer que un jour, il y aura croisade, je sais pas, Léviathan, et puis on aura la suite de ce qui s'est développé avec la V10, avec les tyrannides qui attaquent justement le segmentum solar, la galaxie par vraiment le dessous. Hein. Donc évidemment, hein, quand vous avez la galaxie et puis que ça vient sur le côté,
Bon voilà, mais admettons, bon bah voilà, forcément, il faut se dégommer un peu toutes les planètes avant d'arriver à Terra. Quand vous arrivez par en dessous, il n'y a aucune défense, hein. Y a rien. Donc pif, vous arrivez directement. Même si on peut imaginer que voilà, le nuage a un petit peu une épaisseur quand même, mais ouais, ça se fait vite défoncer. Donc voilà, en attendant, on va partir sur Croisade Nexus Paria et je vais vous raconter en plusieurs vidéos parce que en fait, il y a beaucoup de choses et c'est un peu comme avec Gathering Storm, il y a beaucoup en fait, il y a peu de narration, mais beaucoup de descriptifs, on va dire, historiques. Donc, c'est-à-dire qu'on vous raconte beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, des personnages qui font des choses, etc. Mais on n'a pas tout un paragraphe pour expliquer un combat à l'épée. Et bah voilà, donc du coup, c'est assez dur à résumer. J'avoue que je peine encore maintenant à avoir la structure de résumé que je vais pouvoir faire. Mais voilà, c'est en fonction du timing des vidéos, etc. Mais allez, c'est parti, on commence avec l'histoire de... C'est une méga introduction de, je sais plus, au moins 12 minutes, méga introduction sur Croisade Nexus Paria, mais c'était quand même important de vous mettre le contexte dans lequel ce bouquin sort. Alors comme bien souvent, ça commence par une petite histoire pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous mettre dans le bain directement. Je trouve que c'est toujours une bonne façon d'introduire les choses. Donc vous avez un champ de bataille qui se passe bien entendu dans ce qu'ils appellent en fait l'anomalie Néphilim. Donc l'anomalie Néphilim, c'est la zone Néphilim, c'est la zone dans laquelle on a détecté le Nexus Paria. Donc Nexus Paria, zone Néphilim, c'est un peu la même chose. Donc on a un frère de bataille des Imperial Fists, qui est en train de défendre une zone contre justement l'agression des Nécrons. Bien sûr, ça va être un duel entre l'Imperium et les Nécrons, hein, ça vous le savez. Donc les Nécrons avancent et lui, eh bien, n'a pas bougé depuis une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'il n'a pas bougé d'un pas, il n'a pas reculé et il est en train de mitrailler les assaillants en essayant de protéger, eh bien, l'Astra Militarum, les sœurs de bataille. Donc bien sûr, on a maintenant toujours un peu la même description sur l'armée de l'Imperium. C'est quelque chose que je regrette. Parce que maintenant, j'ai l'impression en fait qu'ils veulent vendre toutes les armées. Donc vous avez toujours de l'Astra Militarum qui a le rôle le plus faible, hein. Ils sont rarement mis en avant. C'est pour un peu, c'est les faire valoir en fait, hein, du reste. Vous avez les sœurs de bataille, toujours très propres, très nickel, incroyables de dévotion, elles, rien à leur reprocher. Les Space Marines qui sont les acteurs principaux. La plupart du temps, il n'y a plus de notion de primaris, pas primaris, ce sont les acteurs principaux, donc ils peuvent être très bien en difficulté ou pas, mais toujours quelque chose d'un petit peu glorieux, d'un petit peu héroïque. Et puis vous avez aussi les chevaliers impériaux. Maintenant, il y a toujours des chevaliers impériaux, donc là, bien sûr, il y a la maison Griffique qui est en train de se battre, et puis, alors, on n'a pas le Mechanicus, mais on l'aura un peu plus tard, parce qu'il va arriver un peu plus tard en renfort. Donc voilà, on a toujours un petit peu ce melting pot, et en fait, je trouve que c'est un peu écrit en gros, genre en mode, voilà, l'Imperium, c'est cette constitution. Je trouve que ça perd un petit peu de variété. Et en fait, là, je vais repartir, mais je vais vous faire l'histoire, hein, mais je repars d'un peu loin. Mais on a maintenant cette notion de l'Astra Militarum. Enfin, moi, j'ai été bercé, j'ai été élevé dans l'Astra Militarum, c'est l'Imperium. La force de l'Imperium, ce n'est pas du tout les Space Marines, encore moins les sœurs de bataille, et encore moins les maisons de chevaliers. Ce qui compte dans l'Imperium, c'est l'Astra Militarum, la garde impériale. C'est parce que la garde impériale existe que l'Imperium existe, et l'Imperium impose sa volonté avec l'Astra Militarum, la garde impériale. Et là, à chaque fois, elle a un rôle assez déplorable. Donc là, ce qui se passe, ce qu'on nous décrit, c'est que justement, eh bien, le frère Elzéus, il est en train de tirer d'une main et de l'autre, il prend un garde impérial et il est en train de le traîner par le col pour l'extraire en fait de la zone de front et puis pour le faire avancer. Ses potes l'attrapent, ils sont tout peureux. Bon, après, il y a le Nexus Paria aussi, mais bon, malgré tout, enfin, il n'y aurait pas le Nexus Paria que ça me choquerait pas beaucoup plus. Hein, c'est quelque chose qu'on a déjà l'habitude de voir. Alors que, pour rappel, l'Astra Militarum, la garde impériale, ce sont des guerriers d'élite, c'est-à-dire que ça correspond à un entraînement digne des forces spéciales de notre armée classique. Donc c'est le summum de l'humanité. Faut bien se dire ça. Ce sont des gens qui sont entraînés depuis, même en plus, voilà, qui sont déjà dans un monde très cruel et qui sont entraînés toute leur vie pour être les meilleurs. Et ils sont mis au feu assez vite, c'est-à-dire ils vont au front. Donc c'est-à-dire que uniquement les meilleurs survivent. Donc quand on est dans l'Astra Militarum, on est quand même
combattant d'élite hein, pour l'humanité, à notre vision des choses. Maintenant, là, tel que c'est un simple humain, les gars sont un peu en train de bafouiller, ils ont un peu peur, ils sont intimidés par les Space Marines. Alors qu'ils sont intimidés par les Space Marines, ça c'est totalement normal, parce que faut se rappeler que les Space Marines, c'est censément une légende. Normalement, aucun humain ne voit jamais un Space Marine. Les Space Marines, ils sont 1000 pour défendre l'Imperium dans un chapitre. Alors, il y a plusieurs chapitres, on ne sait pas combien il y a de chapitres, mais quelle est la chance et la probabilité que vous rencontriez un Space Marine de votre vie alors que vous allez vous battre toute votre vie en étant un garde impérial? Aucune. Mais, bon, dans le monde des histoires de Warhammer 40 000, maintenant les Space Marines, c'est toujours mis en avant, à tel point, en fait, je focus là-dessus parce que tout à l'heure, j'étais en live et on m'a dit, je pense que je serais pas étonné qu'un jour l'Astra Militarum disparaisse. Et en fait, ça m'a choqué, parce que je me suis dit, mais bon sang, la garde impériale, c'est l'Imperium, c'est ce qui représente le plus l'Imperium. C'est pas les forces d'élite que sont les Space Marines. Les forces d'élite que sont les Space Marines, ils sont là que pour faire des missions vraiment incroyables. Et ça, je pense qu'on l'a complètement perdu maintenant. Et maintenant, les forces de l'Imperium sont des Space Marines, tout le monde est Primaris, tout le monde est Space Marine. Voilà, il y en a plein. Voilà, on les fait voilà comme je te pousse. On a des générateurs anti-graves. Voilà, je suis parti en mode, mode vieux. Mais bon. En fait, c'est vrai que je sens cette évolution des choses. Et là, en fait, le traitement de la garde impériale, je trouve qu'il n'est pas noble du tout. Et heureusement, vous avez quand même des romans à lire qui sont focus que sur la garde impériale. Et là où on voit un peu l'honneur qu'il y a d'être dans l'Astra Militarum. Bon. En tout cas, le frère Elzeus, voilà, il est en train de prendre un garde impérial, il le fait passer derrière lui par le col, il le jette, parce que... Pourquoi? Alors pourquoi il le protège, vous me direz, si ça n'a aucune valeur? C'est parce qu'il sait que c'est quand même une force de défense, et que cette force-là va l'aider à vaincre les Nécrons, et que bien sûr ses alliés ont un poids, ils vont rapporter leur puissance de feu, et chaque fusil laser compte, donc autant les protéger. S'ils meurent, ça va rien, alors que s'ils sont encore là en train de tirer, eh bien c'est toujours mieux que rien. Donc, première chose, il va indiquer à tous les membres de l'Astra Militarum qui sont devant lui de se replier sur la position défensive qui est juste derrière. Donc il leur dit, voilà, position de défense, allez-y, et on voit un peu l'Astra Militarum qui claudique, essaye tant bien que mal de battre en retraite, certains sont très contents, d'autres sont désespérés, rampent par terre, etc. Alors l'image est vraiment pas glorieuse. Mais bon, il y a toujours cette notion pour dire un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu l'humanité, ça se passe mal et tout. Heureusement, il y a les Space Marines qui sont là. Et donc lui, toujours, bouge pas, réenclenche un chargeur, continue à tirer. Donc on nous dit que les Nécrons continuent à avancer. Alors les Nécrons, là aussi, on a l'impression qu'il n'y a que des guerriers de base. Il n'y a pas de mise en avant de, par exemple, il pourrait y avoir des Scorpecs, des choses comme ça. Vous voyez, des choses qui donnent quand même du fil à retordre. Hein. On l'a vu dans la vidéo, justement, où on a un Space Marine, un capitaine hein, ou un lieutenant, peu importe, je sais plus, mais qui se bat contre un Scorpec. C'est pas une mince affaire. Hein. Donc les éliminer comme ça sans bouger, tel un Imperial Fist, bon, il n'y a vraiment que les Imperial Fist qui peuvent faire ça. Alors, ensuite, chose qu'on apprend qui est intéressante, c'est que, eh bien, il essaie de communiquer avec d'autres forces de Space Marine, parce qu'il y a aussi des Black Templars. Et en fait, il s'aperçoit qu'il a du mal à recevoir les communications, et que le suspend va aussi bien interférer sur le moral des troupes, sur l'efficacité opérationnelle des troupes, mais aussi sur le matériel. Et il se dit que sans doute l'esprit de la machine, et vous voyez, ça c'est intéressant, c'est une tournure qui est vraiment très, très plaisante, l'esprit de la machine. Et en effet, en fait, ce que je veux vous signifier là, c'est que techniquement, il ne devrait pas y avoir de relation entre un objet mécanique, justement les Nécrons, ou une radio, et le suspend en fait. Mais malgré tout, dans l'Imperium, étant donné que l'Imperium pense qu'il y a un esprit dans la machine, c'est une croyance, parce qu'il y a des machines, enfin ouais, c'est une croyance, et bien le fait est que ça va avoir un impact, et que ça va dégrader le fonctionnement de l'équipement. Et vous voyez à quel point l'esprit est puissant, et c'est un petit peu comme les orques qui pensent que parce que le véhicule est rouge, il va aller plus vite. C'est normal, c'est logique. S'il est rouge, il va plus vite, c'est logique. Et là, c'est pareil. L'Imperium pense qu'il y a des esprits de la machine, et forcément, si ça attaque l'esprit, bah, ça va attaquer les fonctionnements de l'esprit de la machine. Donc, on a l'équipement des Space Marines qui fonctionne moins bien. Et donc, il a du mal à avoir des informations. Et puis, il pense, en fait, justement, à un de ses frères Black Templar. Donc, c'est Vergulf. Et lui, en fait, il va vraiment au front. C'est-à-dire que lui, bien sûr, les Black Templars, ils sont un peu plus chauds, un peu plus sanguins, et ils vont porter le combat au corps à corps. Lui, en tant qu'Imperial Fist, va rester sur place, tandis que les Black Templars vont aller au corps à corps. Et en fait, il est en train de penser à l'effet que peut avoir
le Nexus Paria, donc le suspend, l'anomalie Néphilim, sur les Black Templars. Et il se dit que les Black Templars, en fait, ont toujours été un chapitre très zélé, que ça peut parfois leur porter préjudice, parfois les sauver, mais que ce zèle, eh bien, est quelque chose qui va sans doute atteindre un paroxysme avec le Nexus Paria. Et en fait, il s'aperçoit que, eh bien, sur l'Astra Militarum, c'est un effet un peu débilitant, c'est-à-dire que certains vont simplement se laisser mourir, tout simplement, ne plus combattre. Les Black Templars, même les surhommes, les Space Marines, sont atteints par le suspens. Alors bien sûr, leur foi, leur endoctrinement, leur capacité ne vont pas être affectés de la même façon qu'un simple garde impérial, mais ça va décupler le côté instinctif des choses. Et instinctivement, un Black Templar va être plus zélé, va aller plus au combat, sans réfléchir, parfois, par rapport à un Imperial Fist qui, lui, va avoir une autre faction de fonctionner. Et il se dit que, sans doute, eh bien, les Black Templars sont dans ce domaine-là et qu'ils se laissent aller avec leur zèle, et ça peut justement créer des problèmes. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on nous raconte que, bah voilà, maintenant l'Astra Militarum a fini de se replier, et là, il contacte les sœurs de bataille, il dit mesdames, hop, repliez-vous, guerrières des sœurs de bataille, repliez-vous aussi. Et donc là, les sœurs de bataille, bien sûr, qui ont une image beaucoup plus noble, eh bien elles se replient en bonne et due forme. Donc c'est-à-dire qu'elles continuent à tirer, elles continuent à chanter leur hymne guerrier, tout en tirant sur les nécrons, quelles que soient les pertes, et puis elles réussissent assez facilement, assez efficacement à rejoindre, eh bien, le poste défensif en arrière. Et en fait, le Black Templar se satisfait de voir ce fonctionnement et voit à quel point, eh bien, les sœurs de bataille résistent aux effets du Nexus Paria, ou en tout cas, il n'y a pas de changement ou très peu de changement dans leur comportement guerrier, ce qui veut dire en effet que les sœurs de bataille sont moins affectées par le Nexus Paria. Ça, grosse parenthèse, c'était quelque chose qui n'était pas le cas à l'origine du Nexus Paria. Je me rappelle que quand j'avais lu les premiers éléments, on avait même les sœurs de bataille qui étaient affectées. Donc même la foi impériale était affectée. Sauf qu'après, il y a un moment donné où ils ont fait « Ah bah si, en fait, la foi impériale, c'est la seule chose qui n'est pas affectée. » Et on a justement une matérialisation, etc. Alors, je crois que dans l'éveil psychique, justement, il y avait eu cette transformation en fait de la foi des sœurs de bataille qui se matérialisait en fait. Je me rappelle vraiment d'un épisode. Je n'aurais pas vous le retrouver, mais je me rappelle de la vidéo que j'avais fait et que j'avais passé. En fait, parce que j'avais passé au moins 1h30 à faire des crânes qui tournaient sur une image de cathédrale pour représenter une sorte de pas pouvoir psychique, mais matérialisation de la volonté de l'empereur. C'est-à-dire que c'est pas des pouvoirs psychiques matérialisés par les sœurs de bataille, mais la foi se matérialisait, la puissance de l'empereur se matérialisait avec une attaque de crâne doré, hurlant, brûlant, qui dégommait les forces du chaos. Donc voilà, ça c'était quelque chose d'assez marquant. Moi ça m'a marqué, je me rappelle encore maintenant, je ne me rappelle pas où c'était, mais en tout cas je me rappelle de cet élément-là parce que c'était un moment où la foi impériale avait un impact autre que juste la volonté et juste le courage. Donc c'est pas juste vous réussissez votre test de morale, mais vous avez accès à des pouvoirs psychiques qui ne sont pas des pouvoirs psychiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Et là maintenant, avec le lore actuel, eh bien les sœurs de bataille ont un effet qui peut contrer plus ou moins les effets du Nexus Paria. Bon, on continue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous décrit? Eh bien que le frère Imperial Fist, Ulceus, il cherche à contacter justement Vergulf, hein, le capitaine ou lieutenant ou que sais-je, on n'a pas l'information, mais un Black Templar, sans doute un lieutenant, on va imaginer. Et en fait, il n'a pas d'informations, mais il voit malgré tout sur son Auspex que les forces des Black Templars avancent de plus en plus vers l'ennemi, et dans des positions qui les mettent vraiment en danger. Et il se dit, encore une fois, les Black Templars ont succombé, et lui-même se dit, tiens, mais je me demande quel effet ça peut avoir sur nous les Imperial Fist, nous qui sommes si stoïques et si courageux. Et en fait, alors qu'il est en train d'y penser, il se rend compte qu'il vient d'automatiquement réenclencher un charge dans son bolter et qu'il continue à tirer. Et dernière phrase, on nous dit, et ça fait encore plusieurs heures, qu'il n'a pas bougé d'un pas. Et c'est tout. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant, et moi j'aime bien ce passage-là, c'est que lui-même se pose la question, mais il ne se rend pas compte tout de suite. Il se dit, tiens, je me demande ce que ça pourrait avoir comme effet sur les Imperial Fist, et l'effet, il est très marqué, c'est qu'il n'a pas bougé.
il ne bouge pas. Il ne va pas aller à couvert, il ne bouge pas, il est stoïque. Et c'est le cliché qu'on a sur les Imperial Fist. Ils sont stoïques, ils ne bougent pas, ils sont indélogeables. Et là, c'est le cas. Lui-même n'a pas bougé ses pieds depuis plusieurs heures. Et ça, c'est assez sympathique. Donc voilà, ça c'est le premier petit truc pour vous mettre dans l'ambiance. Mais en fait, ça remet un petit peu les choses. Donc vous avez en tête que l'Astra Militarum, c'est vraiment la loose et que c'est des pauvres humains que nous sommes. Heureusement, il y a l'Astartes, que ce soit les combattants des Space Marines qui sont là pour justement faire le ménage, être là pour être efficaces, etc. Les sœurs de bataille, incroyables combattantes guidées par la force de l'empereur. Je trouve que, bon, honnêtement, des fois les sœurs de bataille sont un peu trop mis en avant parce qu'elles sont tellement efficaces que par rapport à... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que autant un Space Marine par rapport à un humain, ok, il a un meilleur équipement, un meilleur endoctrinement, une meilleure formation, etc., etc. Et surtout une modification physique qui le rend un surhomme. Mais les sœurs de bataille, elles ont un entraînement, un équipement, etc. Mais c'est l'équipement en fait qui doit faire la différence et la foi. Mais je pense qu'il y a un trop gros écart entre ce que peuvent accomplir les sœurs de bataille et ce que peuvent accomplir simplement l'Astra Militarum. Sachant que l'Astra Militarum, c'est quand même des guerriers surentraînés. C'est le summum de ce que peut produire l'humanité sans modification génétique profonde, sans... voilà. Je veux dire, sans aller sur un équipement de fou, mais bon, c'est quand même un équipement assez efficace, même si, bon, voilà, à l'échelle de la galaxie, c'est vraiment là. Mais bon, il faut bien une norme basse, et c'est vrai que je regrette un petit peu que l'Astra Militarum soit mis 6 ans déclin, juste en faire valoir comme ça. Et puis après, bien sûr, on a toujours les chevaliers impériaux qui sont là et qui sont... alors c'est aussi pareil, mis sur un piédestal, on le verra, parce qu'après il y a une autre histoire aussi qui parle exclusivement des chevaliers impériaux, et voilà, je regrette tout simplement. Alors ensuite, pour avancer un petit peu, on vous remet en place des choses qui ont déjà été dites, donc c'est tout simplement le descriptif de la zone Néphilim. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien on a eu, alors à monter, mais la Secretis Maledictum qui s'est ouvert, après eh bien on a eu un brouillage complet des communications, et puis ça s'est calmé, ça s'est tassé un petit peu, même si la cicatrice est bien entendu toujours là, et on a eu le retour de tous les appels à l'aide des astropathes de toute la galaxie qui étaient dirigés vers Roboute Guilliman, seigneur régent de l'Imperium, pour lui demander de l'aide. Et en fait, il y a une zone qui était silencieuse. C'est justement cette zone-là, la zone Néphilim. Et en fait, eh bien, ça a inquiété justement Roboute Guilliman. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, quand vous recevez des appels à l'aide de partout, eh bien, ça vous inquiète. Mais une zone qui est étrangement silencieuse, où on n'a aucun rapport, complètement silencieuse, c'est ça le truc. C'est qu'il y avait zéro rapport, aucune donnée, aucune communication astropathique, eh bien, ça l'inquiète. Donc évidemment, il va détacher une partie de la flotte Primus. Ça va être le groupe de combat Khalides, donc il faut imaginer que c'est des centaines de vaisseaux, peut-être même des milliers. Il n'y a pas de chiffre, donc je ne peux pas trop vous quantifier ça, mais en tout cas, c'est incroyable et énorme. Une chose qui est assez importante, justement, c'est que dans, encore une fois, les romans Nécron, la Règne et Ruine, on a une menace incroyable qui menace, ouais, peu importe, ça passe, qui menace les Nécrons. C'est une croisade de l'Imperium, une croisade Indomitus. Et en fait, cette croisade-là, elle représente tellement de vaisseaux que même les Nécrons se disent on ne peut que fuir. C'est impensable de l'arrêter. Donc il faut imaginer que les croisades de l'Imperium et que les croisades Indomitus, c'est quelque chose de colossal. D'accord? Il ne faut pas imaginer une croisade comme une petite force de frappe. Il faut vraiment imaginer ça comme un regroupement incroyable de vaisseaux. Bon, après, on pourrait faire une vidéo complète sur où étaient ces vaisseaux avant que Roboute Guilliman n'apparaisse pour dire « Hé les gars, on va former des croisades Indomitus ». Bon, en tout cas, ils sont là. Et c'est assez cohérent en fait. On peut imaginer que l'Imperium a quand même une capacité de production qui devrait largement dépasser tout ce que les autres races peuvent faire quasiment, hormis peut-être les orques. Voilà, donc c'est assez logique qu'il ait le plus de vaisseaux. Voilà, bon, ça c'est mis de côté, on en parlera une autre fois. En tout cas, eh bien, cette force Khalides va être leadée par le grand amiral Maran. Donc pourquoi il a été choisi? Parce que c'est quelqu'un d'assez intransigeant, qui va à l'essentiel, qui n'est pas superstitieux. Donc c'est aussi ce qu'on va retrouver en fait, c'est assez logique avec Guilliman. Vous savez que Guilliman, alors je vais dire ne croit pas. C'est pas qu'il ne croit pas, mais qu'il sait que l'empereur n'est pas un dieu. En tout cas, il a été élevé
dans cet état d'esprit. L'empereur lui a dit lui-même qu'il n'était pas un dieu, et en tout cas, il va préférer justement tous les humains qui vont vouloir servir l'empereur en tant qu'impérium plutôt que l'empereur en tant qu'empereur dieu. Vous voyez? Et donc Maran, qui est justement plutôt de ce côté-là, eh bien c'est des caractères que va favoriser bien sûr Guilliman. Il va s'entourer de personnes qui vont avoir tendance à penser de la même façon que lui, hein. Il y a déjà tellement d'ennemis à gérer, autant que ce soit plus simple à gérer. Alors cette force Kalides, bien sûr, elle part pour enquêter, donc on a des frégates qui sont quand même envoyées en éclaireur, hein. Maran, il est quand même assez habitué, donc il va envoyer des éclaireurs. Et bien ces éclaireurs trouvent en fait des zones complètement inhabité. C'est-à-dire que des mondes qui étaient reconnus pour avoir un taux de dîmes élevé, parce que c'était des mondes remplis de population, des milliards d'individus, eh bien, il n'y a plus personne, les villes sont vides, il y a quelques traces de combat, mais c'est pas non plus, il n'y a pas non plus une torpille cyclopéenne qui est tombée dessus, une torpille cyclonique plutôt. Enfin, vous voyez, c'est pas des destructions massives qui ont détruit l'ensemble de la population, mais c'est vraiment des cités fantômes où il n'y a plus rien, et de temps en temps, quand ils trouvent des êtres vivants, des humains en l'occurrence, eh bien, ils sont dans un état défraîchi, donc encore vivants, mais dans un état de mort spirituelle. Et ils ne peuvent plus bouger, ils n'ont plus aucune volonté, c'est simplement en fait des corps qui continuent à vivre un petit peu sur leurs réserves énergétiques, qui vont finir par mourir bien évidemment, mais qui sont dans cet état catatonique, plus ou moins. Donc, bien sûr, ça inquiète tous les éclaireurs qui reviennent porter justement l'information à Maran. Les psycheurs qui sont au sein de la force Kalides avertissent aussi Maran. Ils disent « On a l'impression de sentir une sorte de chape de plomb qui s'approche de nous. Des psycheurs de combat aguerris se sentent un peu frissonnants, ils ont du mal à respirer, ils se sentent faillir, ils pensent qu'ils ne peuvent plus même utiliser leur pouvoir psychique. » Malgré tout, eh bien, Maran ne croit pas en ces choses-là, il n'est pas superstitieux, et il dit « Guilliman m'a confié une mission, je me dois de l'amener à bien le plus vite possible. Donc, il y a des ennemis, certes, le warp, les machinations du warp, certes, mais nous allons aller enquêter. » Donc, il se propulse en fait dans cette zone-là, et en fait, ce qui va se passer, c'est des défaillances des moteurs warp. Donc, une force qui est bien homogène, avec une formation de combat qui est à respecter, quand elle voyage à travers le warp, le but, c'est que quand elle apparaisse dans l'univers matériel, elle soit la plus homogène possible, hein. Vous n'avez pas envie d'arriver avec tous vos vaisseaux répartis, complètement disséminés, si vous allez tomber sur une menace, bien entendu. Vous avez des forces opérationnelles, il faut qu'elles soient toutes reliées pour être efficaces le plus ensemble. Et malheureusement, avec les défaillances des moteurs warp, eh bien, ça dispatche un peu la force Kalides qui arrive à destination, certes, pour certains, et pas tous, et dans un état qui n'est pas des meilleurs. D'accord? Parce que les moteurs warp ont vraiment des difficultés, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les pousser à bout, donc les pousser à bout, ça les rend encore plus capricieux, et ça peut les empêcher de fonctionner. Donc on va même avoir des vaisseaux qui se trouvent perdus, parce que leurs moteurs warp sont inopérants, et en voyageant de façon conventionnelle, eh bien, il n'y a aucune chance qu'ils puissent rejoindre le groupe Kalides avant que tout le monde soit mort à l'intérieur. Hein. Donc on imagine bien qu'ils vont faire leur maximum, c'est pas ce qu'ils vont faire, mais voilà. Donc c'est déjà mal barré, parce que cette force Kalides, elle s'étiole déjà, alors même qu'elle n'a rencontré aucun ennemi, juste en arrivant sur place. Ensuite, eh bien, les éclaireurs continuent à avancer, et ce qu'ils vont découvrir, c'est que l'origine de cette chose-là, parce que pour l'instant, en fait, il n'y a pas encore de notion ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce qui se passe, ils savent simplement qu'il y a un problème. Parce que les communications sympathiques, c'est compliqué, les moteurs warp, c'est compliqué, les psycheurs, c'est compliqué. Les gens commencent à douter. Alors, s'il y a des signes encore extérieurs, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas psycheur va ressentir les choses, et donc, il y a de plus en plus d'exécutions qui sont là pour insubordination, perte de motivation ou erreur professionnelle. Donc, c'est vrai que ça crée beaucoup de dysfonctionnements, et quand ils découvrent enfin l'origine, ils découvrent tout simplement des monolithes. Les monolithes tels qu'on les avait sous Cadia, on peut imaginer ça. Alors on peut imaginer qu'ils sont aussi un petit peu différents parce qu'ils n'ont pas non plus le même rôle. Hein. Vous vous rappelez que sur Cadia, et vous vous en rappelez bien, pourquoi? Parce que je vous ai fait Gathering Storm depuis plusieurs semaines, donc vous vous rappelez bien que les combattants de Cadia, ils n'étaient pas du tout affectés par le suspens, alors que pourtant il y avait des monolithes. Donc c'est bien l'intérêt des monolithes, c'est que les monolithes peuvent être utilisés de bien des façons. Vous le savez déjà, ils peuvent être chargés positivement pour amplifier les pouvoirs warp, ils peuvent être chargés négativement pour atténuer les pouvoirs warp, et ils peuvent être chargés en mode paria pour diminuer la volonté
l'emprise du warp. Et alors, je ne sais pas si c'est comment dire, si c'est la même chose que ce qu'il y avait sur Cadia, mais poussé un cran au-dessus. Vous voyez, entre est-ce qu'ils fonctionnent de la même façon, mais ils n'étaient pas poussés à bout sur Cadia, et c'est pour ça que les humains n'étaient pas affectés. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, ils n'y avaient pas encore pensé en termes de lore? Sans doute. Mais en tout cas, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un autre mode de fonctionnement? Je sais pas trop. J'aurais tendance à penser que, bon, que vraiment ils n'y avaient pas pensé, que bah, du coup maintenant il faut jongler un peu avec le lore, mais que c'est un peu la même chose, parce que le but c'est de lutter contre le warp. Voilà. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup moins de monolithes qui sont là, présents, dans cette zone Néphilim, que ce qu'il y avait sur Cadia. Sur Cadia, vous aviez des champs remplis de monolithes. Donc on peut imaginer peut-être aussi qu'ils n'étaient pas aussi efficaces, ou qu'ils n'étaient pas activés, un peu comme les Blackstone Fortress, vous savez, ces forteresses, justement la forteresse qui s'est écrasée sur Cadia, qui a détruit Cadia, elles peuvent être soit activées, soit désactivées, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser comme une sorte de grosse plateforme, utiliser son énergie colossale, etc. Mais elle n'est pas forcément activée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à son plein potentiel, et que les monolithes, c'est la même chose, et qu'à un moment donné, voilà, les nécrons, sachant comment ils fonctionnent, hein, on le sait, hein, c'est eux qui les ont utilisés, créés. Alors créer, on voit qu'il y a un passage, je ne sais plus où est ce passage-là, mais il y a un passage où je crois qu'ils disent que ce n'est pas forcément les nécrons qui les ont créés, mais en tout cas les nécrons en utilisent une bonne partie, même si eux-mêmes... Attends, donc, du coup, non, c'est pas eux qui les ont créés. Je pense que c'est les anciens qui les ont créés, mais en tout cas, les nécrons ont suffisamment d'expérience pour reproduire, de faire un petit peu du retro-engineering sur ces monolithes, en fait, pour pouvoir les utiliser et arriver à leur fin. Et donc, je pense qu'on peut moduler un petit peu les choses pour que non seulement ça attaque le warp, que ce soit anti-warp, mais en plus, ça attaque tout ce qui est vivant. Voilà. Alors le premier réel combat avec la force Khalides et les Nécrons, c'est justement sur le premier monolithe qu'ils vont découvrir, le monolithe de Mesmosh. Donc sur ce monolithe-là, ils vont attaquer et ça va être bien une débâcle. Pourquoi? Parce que plus ils s'approchent de ces zones-là, plus il y a des défaillances énorme sur le fonctionnement des vaisseaux, sur les communications, et puis bien sûr une force qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas communiquer, elle est extrêmement amoindrie. En plus, quand ils arrivent au sol, quand ils y arrivent, eh bien il y a des milliers de nécrons qui sortent de terre et qui accueillent évidemment avec des tirs d'armes à fission, tout ce qu'on peut imaginer de l'arsenal nécron, on le connaît assez bien, donc c'est une débâcle. Il n'y a que certains Space Marines, encore une fois, qui réussissent à s'en sortir. Alors, si chose notable, c'est que pour l'instant, on ne nous a jamais parlé des Custodes. C'est-à-dire que dans cette force Khalides, peut-être qu'elle est constituée de Custodes, normalement ça devrait être le cas, parce qu'il devrait toujours y en avoir, mais en tout cas, ils ne sont pas là. Donc je me pose la question, est-ce que c'est parce que, au final, eux-mêmes seraient sensibles aux effets du suspens, mais qu'on ne veut pas le dire, ou est-ce que parce que eux-mêmes seraient insensibles, mais en même temps, comment on pourrait le justifier, vu que eux ne croient pas, enfin ne sont pas censés croire dans cette déification de l'empereur, et non pas cette foi qu'ont les sorts de bataille qui les sauvent. Et vous voyez, on se retrouve dans un problème un petit peu de lore, où on a des guerriers qui sont censés être l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, hein, ce que le Space Marine est à l'Astra Militarum. Vous avez le Custodes est au Space Marine. Le Space Marine, lui, est sensible, même s'il a réussi à résister, mais il est sensible quand même. Les sorts de bataille sont sensibles à cause de la foi. Et on a cet élément qui doit être au-dessus. Donc s'il est au-dessus, sachant que les Space Marines, quand même, arrivent à se gérer, arrivent à combattre, lui, il ne devrait pas y avoir d'effet. Et en fait, je dirais même que s'il y a des effets sur les Custodes et qu'il n'y en a pas sur les sorts de bataille, on va se dire les Custodes sont en dessous des sorts de bataille. Donc ce n'est pas possible. Donc forcément, ils doivent être au-dessus. Mais s'ils sont au-dessus, pourquoi? Sachant que, eh bien, ils sont censément humains, malgré tout, mais ils sont des surhumains, donc ils sont vivants, donc ils doivent être touchés par le suspens, et il n'y a que ceux qui sont, enfin même les serviteurs de l'Omni-Messie, hein, qui sont des machines, eh bien même eux subissent en fait le suspens. Donc le Custodes, pourquoi ne serait-il pas touché? Vous voyez? Donc je pense que c'est cette complexité scénaristique qui fait que, eh bien, on ne met pas de Custodes dans l'affaire pour l'instant, parce que comme ça, il n'y a pas besoin de justifier de pourquoi les Custodes ils seraient plus touchés ou moins touchés, ou etc. Mais en tout cas, pensez-y quand même et essayez de voir justement les choses qui ne sont pas là, voir ce qui n'est pas là, c'est très important pour essayer de se dire, tiens, les Custodes, comment réagirait-il? Je sais pas. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire, vous. Est-ce que vous pensez que les Custodes seraient touchés par le Nexus Paria? En tout cas, pour l'instant, de tout ce que j'ai lu, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Ça viendra peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas la réponse. Bon, en tout cas,
Ce qui est certain, c'est que c'est un échec cuisant. Et que la seule chose qui a permis de sauver quelques humains, en fait, eh bien, ce sont les forces de sort de bataille qui, elles, encore une fois, ne sont pas affectées, donc continuent à se battre. Et en fait, le fait qu'elles rayonnent un petit peu, c'est-à-dire qu'autour d'elles, eh bien, les membres de l'Astra Militarum, les membres des Space Marines, eh bien, ne sont moins affectés par le suspens. Donc Maran l'a bien noté et Maran va essayer de l'utiliser. Donc dorénavant, on va vraiment essayer de faire des armées, alors c'était déjà plus ou moins mixtes, mais on va vraiment répartir les sorts de bataille comme des boosts ou des boucliers de par leur foi pour qu'elles prêchent vraiment la foi à l'intérieur de ces zones de combat pour essayer de diminuer l'effet du Nexus Paria. Donc, chose importante, c'est qu'il va y avoir Ephraël Stern. Ephraël Stern, démonifuge, vous devez la connaître. C'est un personnage qui a eu une place vraiment très importante à un moment dans le lore, qui a été mis un petit peu en déclin. J'avoue que moi j'attendais beaucoup du nouveau codex, enfin le nouveau codex c'était l'année dernière déjà, et encore, je sais pas combien d'années, quand le codex est sorti, parce que c'est un peu comme Méphiston. C'est des personnages qui sont ultra badass. Vous voyez, c'est un peu la Captain Marvel de l'univers de Warhammer 40 000. Elle est morte plusieurs fois, revenue à la vie. C'est pas comme Sainte Célestine. Elle est beaucoup plus puissante. Enfin, elle a l'air vraiment beaucoup plus puissante que Sainte Célestine. Et elle est un peu à part, en fait. Elle est un peu à part, elle a un peu ce côté un peu en dehors, enfin elle n'est pas révérée à fond par les sœurs de bataille. Les sœurs de bataille se méfient d'elle. Forcément, elle est morte, elle est revenue, forcément on se méfie un petit peu d'elle. Peut-être qu'elle est possédée par un démon, parce qu'elle a des pouvoirs inimaginables pour un être humain. Donc voilà, mais en tout cas, Ephraël Stern est là, elle se bat dans le Nexus Paria et elle va accomplir une mission. Cette mission, c'est d'attaquer la planète de Chériste. Pourquoi cette planète? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de monolithe sur cette planète, mais il y a des portes dolmen. Qu'est-ce que c'est les portes dolmen? C'est tout simplement, faut imaginer comme des sortes de Stargate qui permettent aux Nécrons d'envoyer des renforts instantanément, de téléporter des troupes d'un endroit à un autre. Et bien sûr, vous avez cette plateforme logistique Nécron qui est essentielle au fonctionnement de la défense Nécron parce qu'elle permet aux pharaons qui sont en train de défendre chaque monolithe, j'ai d'un renfort, hop la téléportation d'une phalange de Nécron, téléportation de monolithe, téléportation d'Actad, téléportation de ce que vous voulez, et puis c'est bon, on a gagné, et hop, on les retéléporte et on va les réutiliser tout de suite la seconde d'après à une autre zone. Et ça, c'est un atout incroyable pour les Nécrons. Et Ephraël Stern, démonifuge, justement, elle décide d'attaquer cette zone-là. Alors, elle n'est pas toute seule, il y a aussi l'inquisiteur Draxus. Ça, c'est un personnage aussi important, c'est un personnage qui avait été mis en avant, mais très fugacement. Donc il y a une figurine qui existe, je pense que c'est un des inquisiteurs. Alors peut-être si vous êtes récent dans le hobby, c'est un de ceux que vous connaissez le mieux parce qu'il a été introduit récemment dans le lore, mais c'est pas un personnage qui a un gros historique jusqu'à présent. Donc voilà, ça c'est Draxus, et elle aussi, elle a ses missions, donc elle a ce statut d'inquisiteur, seigneur inquisiteur, donc forcément, elle peut réquisitionner des forces de la croisade Khalides, enfin du groupe de combat Khalides, pour justement mener à bien ses missions, et c'est un succès. C'est le plus grand succès de l'Imperium dans cette zone-là, c'est la destruction des portes dolmen, donc réduire les capacités de transfert de puissance d'armée chez les Nécrons. Et ça va impacter bien évidemment très positivement la campagne qui va suivre, parce que le but de Maran dans tout ça, c'est non seulement bien sûr de découvrir l'origine de l'anomalie Néphilim, donc du Nexus, etc., de détruire les monolithes, mais aussi de reprendre possession de toutes ces planètes au nom de l'Imperium. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eh bien, il va dispatcher sa force, il va dire, tiens, vous allez à telle zone, etc. Parce que je vous ai parlé aussi en introduction des zones qui sont attaquées par les pirates Xénos. Et en fait, ce qui est bien notable, c'est que les Xénos ne sont pas là pour prendre les zones, mais pour prendre des ressources pour s'enfuir. Vous voyez, donc eux fuient le Nexus Paria, cette anomalie, mais ils vont piller un peu l'Imperium. Donc forcément, pour défendre un peu ces zones-là un petit peu extérieures, et Maran envoie des éléments de sa force. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà pas mal longue. Donc on a les éléments de Nexus Paria, donc Maran, le grand chef, celui qui va décider un petit peu du destin de la force Khalides qui est un fragment de la flotte Primus, une des croisins de Mythus, qui a été dépêchée par Robout Guilliman. Robout Guilliman, lui, n'est pas là, ou pas encore, peut-être qu'il va venir, peut-être pas, monsieur. Je sais, mais je vous dirai dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a d'autres éléments qui vont être assez importants. Donc on a aussi l'inquisitrice Draxus,
qui est un personnage qui va être mis aussi en avant dans Nexus Parria, donc un personnage qui a sans doute des choses à accomplir. On a le retour de la démonifuge, et c'est quand même assez sympa parce que c'est un personnage qui est assez intéressant et qui a un beau potentiel. J'espère que son potentiel va se développer avec la suite de Nexus Parria, etc., ce qui va se passer, parce que moi c'est un personnage que j'aime bien, et j'avais bien aimé son côté vraiment surpuissant, ce qu'elle pouvait apporter en fait à la galaxie, mais ça avait été mis très à côté, c'était très décevant, donc s'il est remis en avant, pourquoi pas. Moi je lui laisse encore sa chance. Voilà, en tout cas merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo, j'espère que ça vous donne envie de savoir la suite, parce qu'après il se passe quand même vraiment pas mal de choses. Vous allez voir que le lore évolue, vous allez voir le retour de certains personnages, vous le savez peut-être déjà, mais sinon vous allez avoir de bonnes surprises. Et puis bah voilà, je vous laisse là, merci à vous, pensez à liker, à vous abonner comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, et puis à bientôt, salut à tous, bye.